Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Une convention tripartite en faveur des jeunes boursiers guinéens. Il s'agit de faciliter leur formation en France. Plusieurs filières sont concernées par cet acte qui devra qualifier la jeunesse de notre pays. Et c'est également un acte fort que le président de la République pose en faveur des fonctionnaires et retraités du pays. La couverture médicale des agents de l'État est saluée partout en Guinée. Retour sur le processus de prise en charge dans cette édition d'information. Et puis dans la rétrospective 2024, jeune ce soir sur le secteur des transports, les autorités ont investi dans l'extension et la modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Des infrastructures qui sortent de terre vont changer radicalement le visage de notre aviation civile. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, la session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Plusieurs questions liées au développement socio-économique du pays ont été évoquées au cours de cette rencontre. Nous y reviendrons. Dans l'actualité, la gestion de la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire au centre d'une rencontre à Conakry. Les acteurs ont analysé des documents juridiques, administratifs et cartographiques. L'objectif est de parvenir à une esquisse de tracé théorique de la frontière commune. 5 jours ont donc permis de passer en revue le contenu des archives trouvées notamment en France et à Dakar. On est Lamine Camara. Cette rencontre de Conakry est la suite logique des travaux de la sous-commission technique mixte de matérialisation tenue en juillet 2024 à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. À ce rendez-vous de donner et de recevoir, les experts de deux parties ont pendant 5 jours mis l'occasion à profit pour discuter de l'élaboration de l'esquisse du tracé théorique de la frontière commune. La matérialisation de la frontière est un sujet d'importance capitale pour la stabilité, la sécurité et le développement durable des espaces frontaliers. La délimitation de notre frontière commune doit donc nous conduire vers une meilleure intégration de nos peuples. Je voudrais personnellement insister sur la nécessité de poursuivre tout le processus enclenché depuis Grand Bassam il y a 4 mois, pour que la question frontalière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire soit définitivement résolue. Ces spécialistes en gestion des frontières se sont aussi focalisés sur l'analyse des documents juridiques, administratifs et cartographiques tirés de la rencontre de Grand Bassam. Plusieurs autres sujets liés à la stabilité de la frontière commune sont aussi débattus. Il était question de définir l'esquisse théorique de la frontière et ils ont arrivé à travers l'exploitation des documents cartographiques, juridiques, administratifs. Notre attente est que les deux États puissent aller très prochainement et rapidement sur le terrain pour confronter les données théoriques qui sont dans les documents aujourd'hui aux réalités physiques qui se trouvent sur le terrain. Après ces travaux de Conakry, une mission conjointe de reconnaissance technique de la ligne frontière sera organisée afin de recenser les repères géodésiques entre les deux pays. Le compte-rendu de Mohamed Lamine Camara avec Mamadou Saliouba. Aux Philippines, l'ambassadeur de Guinée vient de présenter ses lettres de créance, une cérémonie au cours de laquelle le diplomate guinéen a expliqué au président philippin l'état des lieux de la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur Moussa Fanta Camara a également rencontré les Guinéens vivant dans ce pays. Makeme Donzo et Saliouba. Les Philippines font partie des 7 pays qui composent la juridiction diplomatique de l'ambassadeur Moussa Fanta Camara. En remettant ses lettres de créance au président Ferdinand Marcos Jr., le diplomate guinéen a fait une revue des domaines de coopération entre Conakry et Manille, un axe qui a permis aux deux pays de renforcer leur partenariat dans le secteur des petites et moyennes entreprises ainsi que le tourisme. Nous avons eu l'opportunité d'échanger sur la relation bilatérale entre nos deux pays. J'ai profité également de l'occasion de transmettre les sincères salutations de
du président de la République de Guinée. Et vraiment, il était très enchanté vraiment de continuer la coopération entre nos deux pays et dans tous les domaines. Une centaine de personnes constituent la communauté guinéenne vivant dans ce pays ami. En les rencontrant en marge de cette remise de ces lettres de créance, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Philippines rassure que leurs préoccupations seront prises en compte par le personnel diplomatique basé au Japon. Nous tenons tout d'abord à exprimer notre profonde gratitude vers le gouvernement actuel de la République de Guinée pour l'attention et le soutien constant qu'il porte aux Guinéens de la diaspora. On est le représentant du chef de l'État directement sur le terrain. Il nous a dit ceci en nous nommant. Vous partez, on vous confie les Guinéens partout là où ils se trouvent. Vous vous occupez essentiellement des problèmes des Guinéens en fonction des réalités du terrain. Mais vous leur conseillez aussi de se comporter conformément aux lois des pays dans lesquels ils vivent. Mais partout où un Guinéen a un problème, vous devez aller vers lui pour l'aider dans ses préoccupations. Veiller au renforcement de la coopération bilatérale entre la Guinée et les Philippines et prendre en compte le bien-être des compatriotes constituent les principaux défis auxquels l'ambassadeur et son équipe devront faire face. Le commentaire de Makeme Dozo. Dans l'actualité encore, je le disais au sommaire, signature de convention tripartite entre le Service national des bourses extérieures, l'ambassade de France et l'Institut universitaire de technologie de France. C'est pour la prise en compte de la formation des boursiers guinéens. Une formation qui porte sur plusieurs filières, dont la gestion et les technologies de l'information et la communication. Le but est d'offrir un enseignement de qualité à la jeunesse guinéenne. Moussa Bangoua. La coopération éducative entre la Guinée et la France se renforce davantage au service national des bourses extérieures. Une convention tripartite est signée entre le SNAB, l'ambassade de France en Guinée et l'Institut universitaire de technologie de France. Cette synergie d'action prend en compte la formation de quelques étudiants guinéens pendant 3 ans. Parmi les meilleurs bacheliers du pays et qui sont actuellement, ils ont commencé depuis septembre leur formation en France. Dans le cadre de cet accord, en garantissant aux jeunes Guinéens, aux Guinéennes qui partent en France un enseignement de qualité et un encadrement surtout de qualité pour revenir ensuite en Guinée et pouvoir aider à la construction et au développement du pays. Ce programme va toucher des étudiants guinéens sélectionnés parmi les lauréats du baccalauréat. La formation est ouverte aux étudiants des filières de l'ingénierie, de gestion et les technologies d'information et de la communication. Le partenaire les prend entièrement en charge durant toute la formation. Alors ça c'est important parce que c'est les jeunes qui sont issus d'un processus de sélection à l'issue duquel les 2 premiers sont retenus pour être envoyés, mais entièrement pris en charge par l'ambassade de France. Donc ces jeunes qui vont acquérir des formations tout de suite opérationnelles auront la latitude de continuer ou tout de suite de commencer à travailler. C'est d'ailleurs l'avantage des IUT. Le but est d'offrir à la jeunesse un enseignement de qualité afin de mieux servir le pays. Un des combats du gouvernement du général président Mamadi Doumbouya. Fin également à Abidjan des travaux de la CGC Académie 2024, 12e du genre. Cette édition était placée sous le thème « Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines ?» Plusieurs organisations patronales ont pris part à ces travaux. C'est la Confédération générale des entreprises de Guinée qui a représenté notre pays au forum. Les détails avec Falilou Diallo, notre envoyé spécial. Lors de cette 2e journée de la CGC Académie, le hall de l'Hôtel Ivoire est transformé en une véritable foire des hommes d'affaires et entrepreneurs venus du continent. Mais cet événement économique fut marqué par une cérémonie de clôture riche en partage d'expériences où des sportifs considérés comme des modèles de réussite pour les nouvelles générations ont été célébrés. Nous venons de finir la cérémonie de clôture
c'est les messages inspirants d'athlètes de haut niveau, malheureusement tous ivoiriens, mais qui ont montré que vraiment le travail, le courage, je dirais même presque l'obstination sont des éléments, des valeurs très très importantes pour réussir et surtout ne pas se décourager. Avec la CGECI et vraiment chaque année c'est toujours une agréable surprise de voir le dynamisme de l'entrepreneuriat ivoirien et africain de manière générale et on compte sur l'entrepreneuriat de ces pays-là pour dynamiser les flux économiques dans l'espace francophone. Plusieurs institutions financières et pays membres des organisations internationales ont pris part à cette 12e édition. La CGC Academy 2024, c'est de 25 sessions et 12 panels et autres activités de lobbying. Nous avons beaucoup appris, nous avons compris que dans un premier temps, pour que l'industrie des secteurs joue un rôle principal au sein de nos économies, il faudrait d'abord mettre en place et encourager un cadre collaboratif entre le secteur public et le secteur privé. En même temps, parallèlement, essayer d'apporter une dynamique de modernisation, de digitalisation de nos outils. Pendant 48 heures, les acteurs du monde des affaires du continent et les partenaires au développement ont examiné toutes les pistes de solutions pour l'industrie des services en Afrique. Plusieurs recommandations ont été faites pour améliorer le climat des affaires sur le continent. Et nous allons parler à présent de ce nouvel outil qui sert désormais de boussole au service des déclarations descriptives d'importation et d'exportation. C'est son plan stratégique 2025-2028, un plan qui doit désormais lui permettre d'améliorer la collecte et l'analyse des données commerciales ou encore de moderniser les systèmes d'information. L'outil vient d'être présenté à toutes les parties prenantes pour validation. Abdul Karim Kamara. Le ministère du Commerce, Industrie et PME face aux défis du commerce extérieur. Aujourd'hui, le service des déclarations descriptives d'importation et d'exportation mesure bien l'élan qu'il a amorcé pour moderniser son fonctionnement. Il vient d'adopter une planification stratégique doublée d'une gestion axée sur les résultats. Si on veut atteindre des objectifs ciblés, nous avons jugé nécessaire, avec tous les outils modernes de ce moment, la gare par exemple, qui nous dit qu'il nous faut une orientation, qu'il nous faut un document qui nous oriente dans l'exécution de nos tâches. Donc il faut des référentiels. Pour avoir ces référentiels-là, il faut un document tel qu'un plan stratégique. Pour accompagner le processus, le programme des Nations Unies s'est attaché les services d'un expert qui à son tour a travaillé avec les équipes du service DDI, DDE et le ministère du Commerce pour la conception d'un plan stratégique 2025-2028 accompagné de déclinaisons opérationnelles concrètes. L'une des actions sur lesquelles nous pouvons agir, c'est de faire en sorte d'améliorer le climat des affaires, le cadre des affaires entrepreneuriales en Guinée. Que l'économie guinéenne qui est déjà en train d'accélérer son rythme de croissance soit une locomotive des économies de la sous-région. Quant aux objectifs assignés à cette instance, ils sont en phase avec la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence générale Mamadi Doumbouya, dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance économique et financière de l'État et dans la maîtrise des flux commerciaux de la Guinée. Je me réjouis sincèrement que ce service puisse se doter d'un outil extrêmement important dans l'écosystème que nous avons aujourd'hui. Le plan stratégique du service DDI, DDE est assorti de la troisième composante du projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes par l'accès au marché et la promotion de l'agro-exportation dans le cadre de la ZLECAF. Et puis la direction préfectorale de l'éducation de Dinguiraye vient d'organiser une cérémonie de sacrifice et de lecture du Saint-Coran. C'est pour soutenir le président général Mamadi Doumbouya par des prières et par des bénédictions. Un cadre qui a mobilisé les leaders religieux avec la participation du conseiller personnel du chef de l'État. Ibrahima Oulem Fofana, Al-Gassimouba. Au lycée El Haj Oumar Tal de Dinguiraye, des leaders religieux réunis autour du livre saint.
Ce rendez-vous religieux est initié par la direction préfectorale de l'éducation de Dinguiraye pour implorer la grâce divine en faveur du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, de l'école guinéenne et pour tout le pays. Les progrès réalisés sont énormes, dont entre autres la crédibilisation des examens nationaux, la valorisation du mérite et de l'excellence en milieu scolaire, l'engagement des contractuels communaux à la fonction publique. C'est pourquoi la DP de Dinguiraye a jugé nécessaire d'organiser cette lecture du Saint-Coran pour la paix, la sécurité et la prospérité de notre cher pays, la Guinée. El Hadj Kerno Mamaba, TMP, confondu aux religieux. Ici, le livre saint est lu plusieurs fois en faveur du général président Mamadi Doumbouya. Une initiative qui vise à soutenir les actions fortes de la transition. C'est Madame DPI qui nous a prié de venir pour faire la bénédiction pour notre président général Mamadi Doumbouya et son gouvernement, ensemble la population de la République de Guinée, les élèves et les parents d'élèves pour qu'on n'a qu'à y progrès dans notre pays. La direction préfectorale de l'éducation de Dinguiraye n'a pas voulu être en reste. Elle a décidé, n'est-ce pas, d'inscrire certaines activités en termes de soutien que les enseignants, les encadreurs ont également à apporter pour magnifier les actions positives en faveur du système éducatif guinéen. Ce cadre religieux est précédé de cet assainissement, un acte citoyen initié par l'encadrement scolaire. Avec cette forte mobilisation, tous les lieux publics sont assainis, un signe de soutien des idéaux du président général Mamadi Doumbouya. Le collège des sages de Télémélé dit également oui aux idéaux du CNRD. À travers une cérémonie de lecture du Saint-Coran, les notables de la localité ont formulé des prières pour le chef de l'État, mais aussi pour la réussite de la transition. L'initiative est du directeur général du Fonds spécial d'investissement, Abdul Karifa Keita et Abakar Junior Kamara. Conformément à sa mission d'unification des fils et filles de Télémélé autour de la vision du président de la République, le directeur général du Fonds spécial d'investissement est au vestibule du patriarche de Télémélé pour transmettre les messages de salutation et de remerciement du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Le collège de sages de la ville a réitéré son adhésion indéfectible aux actions de développement du président de la République avant de formuler des prières pour la paix et l'unité nationale. Sachez que nous sommes ensemble et Télémélé, quand on dit oui, c'est oui. Quand on dit non, c'est non. Et là, nous sommes derrière le président de la République. Et c'est pour la première fois que tout Télémélé dit que nous sommes derrière le président. Hein. Il y a des gens qui ont dit que Télémélé n'aime pas le pouvoir. C'est ceux qui le disent, ce sont nos ennemis. Et nous avons compris. Mais on a compris que le général Mamadi Doumbouya veut aider Télémélé. Il cherche à essuyer vraiment nos armes. On a pleuré, on a beaucoup pleuré. Mais lui, il est venu avec un mouchoir, il veut effacer vraiment nos armes. Nous sommes derrière lui. Nous sommes derrière lui et nous serons derrière lui. Après 10 km de route, nous voici à Télibofi, chez le secrétaire général aux affaires islamiques préfectorales. Ici, le Saint-Coran est lu plusieurs fois pour la paix et l'unité de la Guinée. Fils ressuscitant de Télémélé, à la personne de M. Kerno Ibrahima Ba, en collaboration avec la Ligue islamique préfectorale de Télémélé, ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour prier pour notre président, pour le général d'armée Mamadi Doumbouya, prier pour tous les Guinéens. C'est important ce qu'on est en train de faire. On est à Télébofi, une terre sacrée, dans Télémélé. Nous avons trouvé nécessaire de faire cette lecture du Coran pour le général d'armée Mamadi Doumbouya. Que Dieu lui donne la protection divine, que Dieu lui donne la santé, le bonheur et la longévité. Unanimement, les populations de Télémélé adhèrent aux idéaux du CNRD en exerçant des doléances comme le reprofilage de la route de Télémélé-Conakry, l'interconnexion énergétique avec les barrages de Sopiti et de Kaleta ou la rénovation du micro-barrage de Simankou. Ils plaident tout de même à l'assistance des groupements de femmes pour leur autonomisation financière. Au
au même moment, à Ninguélandé, un tournoi de football doté du trophée général Mamadi Doumbouya est organisé. L'idée est de soutenir les efforts de développement du pays, du chef de l'État. Une occasion pour les filles et fils de Ninguélandé de sensibiliser sur les défis qui se posent en termes de développement socio-économique de leur localité. Les images d'Alpha Kamara sont commentées par Al-Gassim Mouba. La promotion de la cohésion et du bien-être communautaire, cheval de bataille des populations de Ninguélandé. Ce tournoi, doté du trophée général Mamadi Doumbouya, rassemble les citoyens de la localité dans un esprit de renforcement des liens sociaux, mais aussi pour mettre en lumière les besoins de la localité en matière d'infrastructures essentielles. Tout au long de cette période, nous avons vécu des moments de passion, de fair play et d'espoir. Les besoins des populations rurales ici sont criants, notamment l'accès à l'énergie reste un défi majeur qui freine le développement économique et social. Aujourd'hui, donner ce trophée au nom du président, c'est aussi une reconnaissance de toutes les actions qui sont en train d'être faites par le CNRD, à sa tête le général Mamadi Doumbouya, et une façon aussi de montrer que Ninguélandé est acquis à la cause et que Ninguélandé est entièrement derrière toutes les actions qui sont menées par le CNRD, à sa tête le général Mamadi Doumbouya. Au-delà de l'aspect sportif, ce tournoi a été une plateforme pour sensibiliser les autorités et les populations sur les défis que rencontrent les villages et plus particulièrement Ninguélandé en matière de développement socio-économique. Ça a été l'occasion pour nous d'inaugurer cette œuvre salutaire, humanitaire qu'on a fait autour du marché, qui est là à servir la population, et surtout les jeunes et les femmes, et surtout la couche démunie. Et tout cela cadre avec les idéaux du CNRD et du président de la République. Pendant un mois, ce tournoi doté du trophée général Mamadi Doumbouya a rassemblé des jeunes, des adultes et des personnalités locales autour d'une noble cause. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est donc tenue ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Plusieurs questions liées au développement socio-économique du pays ont été évoquées au cours de la rencontre. Voici un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres avec le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil des ministres du jeudi 28 novembre 2024. Au titre de son message, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a commencé son message en rappelant que la raison d'être d'un gouvernement est d'apporter des solutions aux problèmes de ses concitoyens. Il a évoqué que les attentes des populations sont grandes et le gouvernement a l'obligation d'y faire face. C'est dans ce cadre qu'il a positivement accueilli l'idée de l'immersion gouvernementale tenue récemment qui, au-delà d'une simple retraite, a mis à profit pour renforcer et améliorer davantage la cohésion et les méthodes de travail gouvernemental. Tout en leur demandant de garder à l'esprit que le premier axe de la refondation est social. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a invité les ministres à accentuer le travail en équipe pour améliorer la performance globale de l'administration et mettre les intérêts du pays au-dessus de tout pour l'atteinte des objectifs, la réalisation de la vision de développement socio-économique et la mise en œuvre des orientations stratégiques concernant les sujets socio-économiques pour la satisfaction des attentes du peuple souverain de Guinée. En outre, le président de la République a encouragé les ministres à renforcer davantage le suivi des projets, la rigueur dans l'accomplissement de leurs missions et de poursuivre les efforts en vue de faire avancer, dans le respect des délais contractuels convenus, les différents sujets d'infrastructure et des travaux publics, notamment les travaux routiers, les écoles, la fluidité de la circulation, etc., et les réformes structurelles pour le bien-être de nos concitoyens. Pour finir, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a fait remarquer que la fin d'année approche et qu'il est désormais habituel à la fin de chaque année, au nom du principe de redevabilité envers le peuple de Guinée, que les membres du gouvernement et les responsables des EPA et sociétés publiques rendent compte
compte de la gestion et de l'exécution de leur budget au titre de l'année écoulée. À cet effet, il a rappelé avoir donné des instructions au Premier ministre chef du gouvernement de prendre des dispositions idoines concernant le programme de passage des ministres dans les différents médias. Dans le reste de l'actualité, les responsables de Wafbid Guinée ont reçu le PDG de Alpha Med, son partenaire guinéen Agimo. Les deux parties échangent autour de la gestion de la cité Waf City. C'est un projet ambitieux qui doit permettre de valoriser le contenu local et la bonne gestion de ce complexe. Amadou Baïlo-Bari et Mamoudou Koïta. Pour favoriser et booster l'exploitation de la cité Waf City, dont la construction est en phase finale, les autorités de Wafbid Guinée, en compagnie de leur partenaire local, la société immobilière Agimo, dirigée par Mamadou Sissé, ont reçu le PDG de l'entreprise nigériane Alpha Med Management and Facilities. This project is a modern. C'est un projet innovant, c'est un projet intégrateur et c'est un projet unique en son genre. Pour lui, pour sa corporation et pour nous qui avons été désignés pour la gestion, le management de ce projet, c'est une grande fierté pour nous. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est d'obtenir une certification pour le projet à l'international. Et donc déployer toute notre capacité communicationnelle, marketing, digital, pour vendre le projet. Faire en sorte que la communauté qu'on a créée, le lifestyle qu'on a créé, que ça puisse profiter aux Guinéens et que ça devienne une référence pour n'importe qui vient en Guinée. Et l'écosystème du projet est vraiment rassurant. It's important to note that sustainable development is here. Pour les autorités de Wafbid Guinée, la rentabilité des activités commerciales relatives à l'occupation de la cité Waf City est une des priorités phares à orienter en rapport avec le développement socio-économique de la Guinée. Nous avons commencé un trajet et un partnership sûr et certain pour la rentabilité de ce projet qui va dans l'intérêt de la Guinée et les Guinéens. Aujourd'hui, ça c'est une nouvelle phase de réalisation de ce complexe. La cité Waf City est un complexe shopping mall de 17 000 m² composé de 18 restaurants fast-food, 90 commerces, avec une capacité d'accueil de 30 000 personnes par jour. Sa finalisation et son inauguration vont considérablement appuyer l'économie du pays. Et pendant ce temps, la Guinée s'apprête à obtenir son tout premier document de stratégie nationale HIMO. HIMO, c'est la haute intensité de main-d'œuvre. Le projet est piloté par le ministère de la Jeunesse avec pour objectif de résoudre le problème complexe de chômage des jeunes. Depuis mardi, l'équipe en charge de l'élaboration de ce document a entamé les travaux de rédaction sous la direction d'un expert du Bureau international du travail, Moussa Koumara. C'est le début d'un processus qui va durer 6 mois. L'élaboration de la stratégie nationale des approches IMO, une approche qui vise à créer un cadre stratégique et normatif qui guidera les différents acteurs dans la quête de solutions au chômage des jeunes en Guinée. La stratégie HIMO n'est pas qu'un simple document. C'est une feuille de route qui permettra de créer des emplois décents, de renforcer les compétences des jeunes, de favoriser l'émergence des PME et d'améliorer les conditions de vie de nos populations, en particulier les plus vulnérables. L'approche HIMO, c'est elle qui scie bien avec notre réalité, la réalité de nos jeunesses. Nous avons plus de 80% de la population qui est jeune et parmi ces 80%, 68% sont analphabètes et dans ce lot, il y a beaucoup plus de femmes. Alors l'approche les permet d'avoir un revenu et de se former dans l'exécution du travail temporaire qu'ils peuvent avoir. C'est l'approche la plus idéale. Au cours de cette rencontre précieuse, les membres du comité du suivi en charge de l'élaboration vont harmoniser les réflexions pour rédiger un document complet qui prendra en compte toutes les problématiques liées à la création d'emplois décents pour les jeunes. Cette stratégie est hautement pertinente dans un pays qui investit à peu près 17% de son PIB sur les investissements infrastructurels
et dans un pays également dans lequel on a environ 30% de jeunes qui sont ni en situation d'emploi, ni en situation d'études, ni en situation de formation professionnelle. Les approches IMO permettent effectivement, dans ce cadre, de pouvoir regarder et donner une réponse aux problèmes de sous-emploi, aux problèmes de chômage. L'élaboration de la stratégie nationale HIMO, dont le processus commence aujourd'hui, s'encadre d'une part dans le plan de relance intérimaire et de l'autre part dans le cadre de coopération 2024-2028 du système des Nations Unies. Ces deux cadres nous serviront de support pendant le processus d'élaboration de la stratégie pour mieux l'intégrer dans le programme des investissements publics. Le défi pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, trouver une réponse énergique et rapide à l'épineuse question du chômage qui frappe de plein fouet la jeunesse guinéenne. Dans la préfecture de Pita maintenant, les jeunes viennent de bénéficier d'une formation en informatique, plusieurs mois d'exercice pour les outiller en connaissances plus adaptées au marché de l'emploi et favorables à la création de projets. L'idée est de faciliter leur insertion professionnelle après le parcours universitaire. Bakari Bambakonde. Avec l'évolution de la science et de la technologie, la connaissance des outils informatiques est impérative dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ainsi, à Pita, les jeunes sont à l'école de l'informatique pour une période de 9 mois. La démarche vise à les initier au montage de projets à travers les technologies de l'information et de la communication, au même titre que ceux de la capitale. Nous formons les jeunes écartés de l'emploi non diplômés au métier du numérique. Et pour cela, nous nous appuyons sur la solidarité et la générosité des entreprises. Les apprenants vont déjà passer un programme très intensif de 9 mois où nous allons les préparer au métier du développeur web. Ensuite, ils vont se présenter devant un jury pour obtenir leur certification, donc la certification qui leur permet d'exercer dans leur métier. La formation concerne tous les métiers du numérique pour faciliter l'insertion des participants dans le monde du travail et l'élaboration de leurs propres projets. Tout découle du centre informatique et j'estime que quand tu commences quelque chose, tu vois des gens venir t'épauler, c'est parce que c'est du bien. Donc je ne dirais que merci à Wayne, merci à Simplon. Il n'y a pas une mauvaise formation. La formation, c'est une question d'avenir. Donc les cadres qui sont là, nutés sur, en train de fabriquer des êtres humains pour l'avenir de ce pays, vraiment, je vous remercie beaucoup. Apita Simplon Guinée est à sa deuxième édition de formation des jeunes après Conakry. Prochain, il compte démultiplier l'initiative dans d'autres localités de l'arrière-pays dans le but de faciliter l'insertion professionnelle de la jeunesse guinéenne en général après les études universitaires. Un mot de santé avec tout d'abord le 3e tour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui vient d'être lancée dans les 38 districts sanitaires du pays. Partout, une forte mobilisation est constatée. L'objectif des autorités est de protéger les enfants de 0 à 59 mois contre cette maladie invalidante. Un tour d'horizon pour vous donner une idée du lancement de cette campagne avec Tierno Maroufba. Faire face aux maladies évitables par la vaccination est l'une des priorités des autorités sanitaires. Dans tout le pays, il est lancé la campagne de vaccination contre la poliomyélite, maladie qui entraîne la paralysie chez les enfants. Les enfants de 0 à 59 mois sont concernés par cette haute campagne. Dans les 5 districts sanitaires de Conakry, le ton est donné. Kaloum a une population de 18 474 comme cible à vacciner. Donc il faudrait que ces parents lèguent les messages dans les foyers, laissent les messages dans les foyers pour que les femmes adhèrent, pour que les bébés soient atteints, pour éviter les maladies paralysiques classe aiguë. Cette campagne de 4 jours a pour objectif de vacciner plus de 4 millions d'enfants. Dans la région administrative de Kindia, les acteurs lancent cette opération dans le but de protéger les enfants contre cette maladie grave et invalidante. C'est une stratégie vraiment qui pourra vraiment toucher tous les enfants de la sous-préfecture de l'Insan, y compris la préfecture de Kindia. Parce que c'est une stratégie qui est là, qui est mise depuis longtemps, porte à porte. Même engouement dans le Kakandé. Là aussi, les agents vaccinateurs sont mobilisés afin de vacciner les enfants contre la poliomyélite. Dans cette région, les dispositions sont prises par les autorités sanitaires et partenaires pour une campagne réussie. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes fin prêts pour aller
à la guerre, parce que c'est une guerre à notre façon, la guerre contre la poliomyélite. Donc sur ce, je vous rassure que toutes les dispositions sont prises et que nous allons vaincre cette guerre. Sur le haut plateau foutanien, l'abbé et Mamou n'ont pas dérogé à la règle. La stratégie porte-à-porte est appliquée pour toucher plus d'enfants. Dans la région de l'Abbé, par exemple, plus de 2000 d'entre eux sont dans le viseur des autorités. Nous avons mobilisé 1370 vaccinateurs, accompagnés par 663 mobilisateurs sociaux, 54 superviseurs de districts, de Mozo, mais aussi de la région, sans compter les superviseurs de proximité qui sont les chefs de centre de santé et les agents vaccinateurs des différents centres de santé. Dans la région administrative de Farana, les populations ont répondu massivement à l'appel du programme élargi de vaccination pour faire bénéficier leurs enfants de leur dose de vaccin. Dans le district sanitaire de Kissidougou, au-delà des ménages, les écoles constituent l'autre cible des agents vaccinateurs déployés sur le terrain. Farana, il n'y avait pas une bonne perception de la vaccination, mais la communauté a déjà adhéré à la vaccination dans le district sanitaire de Farana. C'est de les exercer et faire sortir les enfants. Il y aura non seulement les équipes mobiles, les équipes portantes, et les équipes des points d'entrée et les équipes même dans les marchés. Nous allons tout faire pour que pendant les 5 jours-là, que tous les enfants en âge d'être vaccinés, c'est-à-dire de 0 à 5 ans, soient vaccinés. Aucun enfant n'échappera. Au sud de la Guinée, dans la région de Zérekoré, 128 000 enfants sont concernés par ce troisième tour de vaccination contre la poliomyélite. Autorités administratives et sanitaires sont mobilisées auprès des agents de terrain. D'abord, je remercie la mobilisation active des populations, les mamans, les parents, et qui continuent à sensibiliser au niveau des quartiers pour qu'il y ait un engagement total au niveau des agents qui vont faire le porte-à-porte à l'effet de vacciner tous les enfants. L'administration du vaccin polio oral aux enfants, en particulier ceux âgés de moins de 5 ans, a été effective dans tous les 38 districts sanitaires du pays. La campagne va durer 4 jours sous la supervision du programme élargi de vaccination. C'est également, je le disais au sommaire, un acte fort que les autorités viennent de poser en faveur des fonctionnaires et retraités du pays. La couverture médicale des agents publics de l'État est, vous le savez, effective depuis le mois d'août dernier. Elle est à hauteur de 80%. Alors, depuis le début de la mise en œuvre de cette initiative présidentielle, la satisfaction est totale chez les bénéficiaires. Mais comment se déroule justement le processus de prise en charge? Notre reporter Alpha Isiagaba a suivi quelques assurés sociaux à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne. On va découvrir ensemble son reportage. Ce matin-là, Marguerite Sagno a rendez-vous à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne. À l'accueil, la retraitée est reçue tout d'abord par les points focaux de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Les documents demandés sont présentés. Après vérification, Madame Sagno est prête pour la consultation. Si c'est un fonctionnaire, il donne son bulletin de salaire datant de moins de 3 mois, son récépissé d'enregistrement par fugace à la fonction publique et une pièce biométrique. Et si c'est le cas d'un retraité, c'est juste l'un des bulletins datant de moins de 3 mois et une pièce biométrique que nous demandons. Une fois qu'il nous donne tous ces documents, nous renseignons une fiche qui s'appelle feuille de soins. Ensuite, il est orienté pour avoir un identifiant lui permettant d'être assuré à 80% par la CNPS. Pour les cas d'urgence, quand il vient, la procédure administrative est reportée et les médecins s'occupent de lui. Et une fois que son cas est stable, on demande maintenant à ce qu'il amène les papyrasses. Ensuite, l'assuré social s'acquitte de ses 20% au bureau d'entrée avant de se rendre dans la salle de consultation. Après les examens biomédicaux, une ordonnance est prescrite. Maintenant, direction la pharmacie conventionnée avec la CNPS. Partout et à chaque étape, ce sont les 20% qui sont payés par le malade. À chaque fois que je viens avant pour mon traitement, je souffre, je fais la tension depuis près de 35 ans. Donc, je sais ce que j'ai dépensé quand j'étais en activité. Ensuite, j'étais à la retraite. Aujourd'hui, ça s'est très bien passé parce que je peux dire pour le moment, je n'ai même pas presque dépensé. Dans les hôpitaux publics en ce moment,
La couverture médicale de la CNPS est effective à hauteur de 80%. Plusieurs fonctionnaires retraités sont hospitalisés dans ces structures sanitaires. Je tiens à remercier beaucoup encore cette collaboration, surtout avec la CNPS, avec l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, et que je trouve très salutaire. Et j'avoue que parfois, même si nous médecins, on a envie de faire quelque chose pour ces malades, si la prise en charge n'est pas là, parfois on a des difficultés, surtout dans la prise en charge. Et je tiens vraiment à insister sur ces éléments, car c'est très important. Pour les évacuations de la préfecture à la région ou de la région vers Conakry, les frais d'ambulance sont pris en charge entièrement par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Pour les évacuations au niveau international, les soins médicaux, l'hébergement ou encore la nourriture sont pris en charge à 100% par la CNPS. Là, les 20% de l'assuré social représentent son billet d'avion. Merci à Alpha Isiagaba. Et puis, reprise également des examens d'imagerie par résonance magnétique IRM à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est la CNSS elle-même qui fait l'annonce. Le communiqué précise que la reprise de ces examens intervient après une maintenance préventive de l'appareil en question. La Caisse invite donc les citoyens à prendre des rendez-vous pour bénéficier de la qualité des examens et des résultats. Le Fonds de développement social porte assistance à plusieurs malades indigents de la région de l'Abbé. Les bénéficiaires viennent de recevoir leur titre de prise en charge sanitaire. La cérémonie a regroupé les responsables de la structure, les autorités locales et les citoyens qui bénéficient de ce geste présidentiel. Sarafoudine Diallo et son enseignant. Ils sont au total 58 malades indigents à bénéficier de titres de prise en charge sanitaire dans la région de l'Abbé. Un geste des autorités à travers le développement social et de l'indigence qui témoigne la détermination à faire de la protection sociale un droit accessible à tous. C'est avec une profonde fierté et une immense joie que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de M. Lansana Diawara, directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence, pour un moment empreint d'humanité et de solidarité. Cette initiative s'inscrit dans la vision éclairée de son Excellence, le président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya. Les bénéficiaires, auparavant désemparés, retrouvent désormais l'espoir de recouvrer leur santé. Une occasion de remercier les autorités guinéennes. Depuis plusieurs années, je souffre de diabète. Presque je ne me soignais pas par faute de moyens. Nous remercions le général Mamadi Doumbouya et le gouvernement de la transition pour cette prise en charge de soins médicaux. mais weltani ke gouvernement laggine fo katigitigi. Il y a 6 ans depuis que j'ai fait un accident. Mes parents ont tellement souffert après moi. Aujourd'hui, alhamdoulilah, Dieu merci que vous nous preniez en charge pour nous soigner gratuitement. Cette prise en charge ne souffrira d'aucune faille. Les patients bénéficieront de soins de qualité, assure l'autorité de l'hôpital régional de l'Abbé. Le Fonds de développement social de l'indigence vient prendre une partie de cette population en charge. Ça ne peut qu'améliorer nos indicateurs de santé au niveau de la région. Nous disons grand merci au Fonds et merci au président de la République. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, à travers le Fonds de développement social et de l'indigence, par cette assistance, œuvre pour l'amélioration de la santé des populations et la réintégration sociale des plus vulnérables. Et nous allons prendre la direction de Bokeh, où 200 personnes du 3e âge bénéficient également d'une prise en charge gratuite. Une volonté du président de la République conduite sur le terrain par le ministère de la Promotion féminine à travers le Centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II. Cette 5e campagne touche d'autres localités du pays après l'Abbé et Pita. Al-Hali Kobeleketa, Mohamed de Camara. La préfecture de Bokeh, à son tour, ouvre ses portes aux agents de santé au Centre national de formation sociale appliqué Jean-Paul II.
Cette 5e campagne de prise en charge sanitaire gratuite concerne 200 personnes du 3e âge de Boké Centre et les autres sous-préfectures de la localité. Cette volonté exprimée au plus haut sommet du pays est un signal fort qui vise à ne laisser aucun Guinéen derrière ou qui doit. L'action sanitaire-là est venue au bon moment. On prie pour lui, que ces actions-là se multiplient pour les vieilles personnes. Cette campagne sanitaire lancée à Conakry fait son petit bonhomme de chemin dans l'arrière-pays. Après l'Abbé et Pita, Boké reçoit cette campagne. Je mesure pleinement les obligations qui sont les nôtres en termes d'attention à accorder aux aînés, particulièrement dans le domaine sanitaire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, se préoccupe de l'équilibre social pour que chaque Guinéen, indépendamment du sexe ou de l'âge, ait accès au minimum vital. La prochaine étape de cette campagne de prise en charge gratuite des personnes âgées va concerner dans les jours à venir la préfecture de Fria, où 150 seniors seront bénéficiaires. Et puis, comment contribuer à un système de santé qui prend en compte les besoins et les droits des migrants? La question a alimenté les débats au cours d'une rencontre à Conakry. Les participants ont porté leurs réflexions sur l'accès à la santé des personnes migrantes en Guinée. Et c'est une initiative de l'Organisation internationale pour les migrations en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Sona Sagno. Dans le souci de répondre aux défis que pose l'accès équitable aux soins de santé pour les migrants, l'Organisation internationale pour les migrations, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'Hygiène publique, rassemble les acteurs impliqués à la faveur d'un atelier sur l'accès à la santé des migrants en Guinée. Ce qu'on parle, c'est l'accès à la santé, l'accès à tout le monde qui passe ou qui reste en Guinée. Ça veut dire la couverture santé universelle. La Guinée a toujours fait preuve de solidarité et d'humanité envers les populations vulnérables, y compris les migrants. En travaillant ensemble, nous pouvons élaborer des politiques de santé plus inclusives, prenant en compte les spécificités des migrants. Cette rencontre d'échange et de partage d'expériences a permis d'identifier les lacunes et de proposer des solutions appropriées. Le projet est financé par l'État américain. Pour nous, c'est une opportunité d'échanger les bonnes pratiques dans le domaine de l'accès à la santé des migrants. Et ce sera l'occasion d'échanger avec tous les programmes et toutes les directions qui ont été conviées dans le cadre de cet atelier. À la fin de cette journée de réflexion, les échanges ont permis de formuler des recommandations afin de bâtir un système de santé inclusif. Et voilà qui nous amène à cette journée d'assainissement des endroits insalubres du port de Boulbiné. L'opération Coup de balai est menée par l'Association des jeunes pour la refondation, une structure qui accompagne les actions du CNRD. Avant le démarrage des activités, les membres de l'association ont fait une prise de contact avec les femmes vendeuses de poissons. C'est un reportage de Nabilaï Moussa Kamara. Au port de pêche artisanal de Boulbiné, un groupe de jeunes volontaires du débarcadère accompagne les initiateurs de cette journée d'assainissement. Le dépotoir du port ainsi que d'autres points insalubres sont rendus propres. Une manière de créer un environnement sain afin de préserver la santé de la population. Quand je vois une association pareille qui vient contribuer pour nous-mêmes, je suis vraiment content. Imaginez-vous les gens qui ne sont pas nés ici, qui ne sont pas de vous, mais viennent assainir chez vous, c'est important. La venue de l'association a été une occasion pour les membres de rencontrer les femmes et les administrateurs du port avant de visiter les installations. Écoutez, comme vous le savez, aujourd'hui nous avons une phrase en tête. S'inspirer du passé pour construire le futur. Comme le dit notre général président Mamadi Doumbouya, nous avons créé cette association pour pouvoir accompagner certainement les initiatives pour la refondation, mais en même temps poser des actes citoyens. Pour soutenir les actions de refondation du CNRD et accompagner cette population cosmopolite, exposés à plusieurs risques de maladies liés au manque d'hygiène, des initiatives collectives d'intérêt général sont prévues par l'association. Et
puis, mesdames et messieurs, dans la rubrique rétrospective 2024, nous nous intéressons ce soir aux efforts dans le secteur des transports. Pendant les 12 derniers mois, je le disais au sommaire, les autorités ont mis leur force dans les travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. C'est l'un des projets phares de la refondation lancée en 2023 par le chef de l'État. Aujourd'hui, vous allez le voir, les bâtiments sortent de terre avec des commodités qui correspondent aux normes internationales, une avancée majeure qui change radicalement l'image de l'aviation civile en Guinée. Abraham Christophe Conté, Mohamed Aïcha Silla. Lancé en octobre 2023, le projet du ministère des Transports sur l'extension et la modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry avance à grands pas, avec ces bâtiments qui sortent de terre répondant aux exigences de commodité requises à l'international. Après quelques mois de travaux, les compartiments de la nouvelle infrastructure de l'aviation civile guinéenne ressembleront à cette maquette. Ce chantier gouvernemental d'extension et de modernisation permet de réaliser un nouvel aéroport sur 32 000 m² pour une capacité d'accueil de 3 millions de passagers par an contre 700 000 de nos jours. Ce projet d'extension et de modernisation, qui est l'une des priorités du président de la République, général Mamadi Doumbouya, offre également d'autres commodités. Des commodités comme un pavillon présidentiel, un bâtiment de la gendarmerie du transport aérien, une voie de circulation pour optimiser le trafic sur la plateforme aéroportière, un complexe hôtelier, une nouvelle tour de contrôle ou encore ce nouveau terminal fret pour une capacité de traitement de plus de 20 000 tonnes, mais également le siège de l'autorité aéroportuaire. On ne lance pas un projet d'infrastructure de ce type sans pour autant faire des études. Les études sont extrêmement importantes. Et c'est aussi l'occasion pour moi de mettre en avant la particularité de ce projet. Lorsque nous avons pris ce projet-là en main, c'est un nouveau projet. Il n'a jamais existé auparavant. Il y avait un autre projet qui était là, et qui n'a jamais vu jour depuis 2020 jusqu'à 2022. Mais eux, ils avaient en fait envisagé de faire sur le même site ici, avec nos partenaires d'alors ADP Africa 50, un aérogare d'une capacité d'1,5 million de passagers. Alors, nous avons repris les études. Quand nous avons repris les études, avec le niveau d'évolution du trafic, les études nous ont montré que dans 20 ans, le trafic à l'aéroport de Conakry pourrait être autour de 2,5 millions. Pour les 25 prochaines années, nous n'aurons pas de problème de capacité. Voilà, nous n'aurons pas de problème de capacité. Et ça, c'est basé sur des études que nous avons par des cabinets voilà, bien fournis. Et puis l'évolution aussi le prouve. Hein, lorsqu'on a un taux d'évolution du trafic, parfois à 2 chiffres ou à environ 5%, et vous avez vu le boom, les gens vont voyager. Donc il faut anticiper sur la capacité des infrastructures d'accueil futures. Ce projet étatique de haute portée est réalisé par le groupe Al-Bayrak avec une main-d'œuvre majoritairement constituée d'ouvriers guinéens, piloté par la SOSEAC sous la tutelle du ministère des Transports. Ce méga chantier va accroître la capacité d'accueil de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Merci à Abraham Christophe Conté. Et toujours dans le registre des transports, il faut retenir que l'ouverture officielle de la ligne maritime Conakry-Kamsar, initialement prévue demain vendredi 29 novembre, est reportée à une date ultérieure, une date qui sera communiquée très prochainement au grand public. Promotion de l'excellence en milieu scolaire et universitaire, l'ONG Ensemble pour l'éducation et Kadiak Communication lance la 2e édition de la Grande Dictée du SALEC, une compétition nationale qui touche les 4 régions du pays. Les préfectures de Dubreka, Koya et la sous-préfecture de Sangaredi ont constitué la première étape de cette importante initiative portée par notre collègue Kadia Toukaba. On fait le point avec Marwan Kamara. Après une première édition réussie, la préfecture de Dubreka lance la 2e édition de la Grande Dictée du SALEC.
À l'Institut supérieur des arts Morikanté, des passionnés des mots répondent présents. À travers une évaluation écrite, ils participent à la grande dictée du SALEC, une initiative de Kadiak Communication pour contribuer à l'amélioration du système éducatif guinéen. La deuxième édition aujourd'hui connaît beaucoup de participation. Ça nous permet, nous, cadres, de venir mesurer un peu notre connaissance en linguistique, en langue française, et pour savoir est-ce qu'on n'a pas oublié encore de règles de communication. Si votre structure a déjà eu cette initiative de pouvoir venir organiser ça ici, vous êtes à saluer et à féliciter. La sous-préfecture de Sangaredi est la deuxième étape de cette tournée nationale. Ici, personne ne veut se faire compter l'événement. Élèves, enseignants et autres citoyens se sont mobilisés pour tester leurs capacités. Cette activité est d'une importance capitale. Ça participe à la formation réelle, effective des enseignants, mais aussi et surtout des apprenants. Je pense que ce concours aura un impact positif pour les élèves de cette localité, car elle nous pousse à apprendre, à chercher, à fouiller dans divers documents. De Sangaredi, nous voici dans la préfecture de Koya. Là, ils sont nombreux ces lauréats à se donner rendez-vous à la maison des jeunes de Koya pour la même activité du SALEC. Nous voulons vraiment encourager tout le monde à tous les niveaux. On peut être élève, on peut être universitaire, on peut même être diplômé. Il faut que nous nous intéressions à la lecture. C'est la lecture qui développe l'esprit. Le message que j'aurais à passer à certains amoureux de la lecture, c'est de continuer à faire de la lecture parce que ça renforcera leur orthographe dans les mots et ça leur aidera beaucoup. La grande dictée du SALEC est une compétition nationale qui œuvre pour la promotion de l'éducation guinéenne. Elle cible les catégories Benjamin, Junior et Senior. L'âge est compris entre 7 et 70 ans. Le programme se poursuivra dans les autres régions et préfectures de la Guinée. Un panel pour les futures candidates à l'élection Miss Guinée 2024. Le comité d'organisation a organisé cette rencontre autour du développement personnel. Les candidates ont eu l'occasion de s'enrichir du parcours des ministres et partant de conforter leurs expériences professionnelles. Des détails avec Mohamed Troua Kamara. Réunissant des ministres et des futurs postulantes à l'élection Miss Guinée 2024, cette table ronde est axée sur le développement personnel initié par le Comisgi. Cette rencontre permet d'échanger et de montrer des exemples de succès aux futures candidates de l'élection 2024. Et le thème principal, c'était comment accompagner les femmes dans la transformation économique de notre pays. Donc comment impliquer ces femmes. Et moi, j'étais très satisfaite. C'est très important pour ces jeunes dames de voir ces ministres, femmes aussi, et se dire, moi aussi demain je peux être ministre. Parce que c'est quand même des femmes qui sont très battantes, même si elles sont dans le gouvernement, mais on les voit à l'œuvre tous les jours. Pendant 2 heures, les interventions des panélistes ont été suivies de discussions inspirantes, une occasion pour les participantes de se ressourcer et de tirer profit du parcours des aînés. Cette table ronde permettait vraiment de les élucider par rapport à leurs projets individuels pour qu'elles soient plus structurées, qu'elles tirent des expériences des aînés afin qu'elles formalisent leurs projets. Nous voulons à travers ce type d'initiative encourager les jeunes filles à se former, à se doter de métiers également, à grandir en compétences et à être actrices de notre société et du développement socio-économique de notre pays. Les jeunes filles ont un niveau très élevé et ça j'en étais très heureuse, parce que toutes les ministres qui étaient là ont pris la parole. Mais les questions que nous avons reçues après nos interventions prouvent qu'elles ont un niveau. Ce rendez-vous a connu la participation des filles venues du Canada et de l'Allemagne. J'ai appris énormément aujourd'hui. Ce fut un honneur d'être parmi de si grandes femmes. Donc je ressors avec de cette expérience vraiment enrichie. Parce qu'il faut savoir que ce que j'ai appris aujourd'hui, il faut rester forte. Il faut avoir confiance en soi. Être Miss, c'est être représentante de la population. La bonne conduite de l'élection Miss Guinée et la promotion de la beauté et textile guinéen sont l'une des priorités du Comisgi. Les amoureux de la culture sont attendus le 30 novembre à 20 h à la plage de Camayen. Merci à Mohamed Troua Kamara.
En sport, en plus bref et en image, la Guinée participe à la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames. Cette compétition qui se joue en République démocratique du Congo regroupe les 12 meilleures nations de handball sur le continent. Elle va se jouer du 27 novembre au 7 décembre 2024. Le Sili Handball a fait sa deuxième sortie avec un match nul de 28 points partout face à la Tunisie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes qui m'arrangent depuis 4 jours maintenant. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres nouvelles de la Guinée. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.